sur le plateau des Jours Heureux pour un nouvel entretien sur les mesures du programme L'Avenir en commun. Alors aujourd'hui, je suis très fière de recevoir Mathieu Mollard. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors tu es journaliste, rédacteur en chef de Street Press, qui est un média indépendant, antiraciste, féministe, écologiste, engagé contre les droites radicales et contre les violences policières. Tu as mené et tu mènes de nombreuses enquêtes sur l'extrême droite. Tu es également l'auteur avec Robin D'Angelo du livre Le système Soral, enquête sur un facho-business aux éditions Kalman Levy. Et tu es également le co-auteur de l'excellent documentaire Gilets jaunes, une répression d'État, sorti en 2019 et qui décrypte les dérives du maintien de l'ordre en accès libre sur YouTube. Alors on est très fiers de te recevoir aux Jours Heureux car tu es journaliste, un journaliste engagé, de ceux qui rendent leur lettre de noblesse à cette profession, car selon nous, être correctement informé, c'est le prix de notre liberté. Et parmi les 160 pages et les 14 chapitres du programme L'Avenir en commun, tu as choisi la page 30, qui s'appelle « La révolution citoyenne dans les médias », qui fait partie du chapitre 1, « Démocratie et institutions ». Alors ma première question est simple, pourquoi avoir choisi cette page ? Déjà, pour parler d'un truc que je connais un peu, les médias, j'essaie de ne pas donner mon avis sur tout et n'importe quoi. On parlait des dérives des médias, tu évoquais un peu les dérives des médias, et le fait de parler de tout et n'importe quoi sans savoir, c'est déjà une première dérive dans les médias. Moi, je suis rédacteur en chef d'un média indépendant, donc je vois ce qui se passe, je vois les problèmes qu'on rencontre économiques. Street Press, c'est un média indépendant qui est gratuit. Gratuit parce qu'on veut faire une information qui touche le plus grand monde, sans critères de revenus. Mais en même temps, faire de l'information, ça a un coût. Parce que j'ai la chance d'être payé pour faire ce travail, parce que faire une enquête, ça prend du temps, parce que faire de la vidéo, ça prend du temps. Et voilà, tout ça a un coût, donc on fonctionne grâce aux dons et avec d'autres activités, mais principalement grâce aux dons des lecteurs. Et aussi parce qu'on est dans une période pas comme les autres. On rentre en période électorale et les médias jouent un rôle important dans cette période. Je ne sais pas si les médias sont des faiseurs de rois, s'ils font l'opinion publique et la défont et font élire ou pas élire des gens. Je ne suis pas sûr, c'est nous donner beaucoup de pouvoir, je ne suis pas certain de ça. Mais par contre, je vois ce qui se passe avec notamment Bolloré qui rachète à tour de bras les médias. Il a commencé par le groupe Canal+, il a viré tout le monde. Je me souviens, j'ai des copains qui étaient là-bas, qui se sont fait lourder. Et ensuite, il a étendu petit à petit son empire, Europe 1, Prisma Media, un énorme groupe de Presse Magazine. Plus récemment encore, le JDD, Paris Match, qui sont les médias du pouvoir. C'est quelque chose, symboliquement, c'est très fort. On dit, selon Mediapart, qu'il a des vues sur le Figaro. Oui. Et tout ça, pour deux choses. Faire de l'argent, c'est-à-dire, Bolloré, c'est un grand groupe qui est dans plein de domaines, qui est dans le cinéma, qui est dans la communication et qui est en Afrique, dans les ports, le commerce international en Afrique. Et il voit les médias comme des outils de propagande. Et que cette propagande soit financière, c'est-à-dire, il dit voilà, il a un groupe de maisons d'édition, Editis, et il se dit je vais prendre un livre, un auteur chez moi, je vais en faire la pub sur mes journaux, puis après on va faire un film qui sera diffusé sur Canal+, dont on va faire la pub dans mes journaux, puis chez Cyril Hanouna. Tout ça, voilà, c'est ça cette logique. Alors, des fois c'est pour l'argent, des fois c'est pour faire la promotion de dictature, parce que parmi les clients de son agence de com, il y a des dictatures, pour des choses qui nuisent pour l'environnement. Par exemple, il a déjà utilisé ses groupes de presse pour faire la pub de l'huile de palme, parce que son agence avait un contrat avec des producteurs d'huile de palme. Et voilà, tout ça se mélange. Et il fait aussi la promotion d'idées, d'idhérence avec Zemmour, qui est monté grâce au Figaro à France Télévisions, mais qui est devenu un produit CNews. Et CNews, c'est Bolloré. Et il fait la promotion de ces idées-là à longueur d'antenne, en permanence. Et c'est grave et c'est dangereux parce que ces idées, moi je les combats. Je suis un journaliste, comme tu l'as dit, engagé, mais je suis engagé contre l'extrême droite parce que je trouve que l'extrême droite, elle va au-delà de la démocratie. Parce que sa logique, son idéologie, c'est de désigner des boucs émissaires et de leur nuire, de s'en prendre à eux. Le racisme, l'homophobie, le sexisme. Et voilà. Et donc, c'est grave ce qui se passe. Et nous, de notre côté, avec notre petit média indépendant, on essaye de faire office de contre-pouvoir là-dessus.
Alors là, tu parles de Bolloré, donc, qui concentre beaucoup de médias. Donc on sait que la plupart, 90% des médias en France sont détenus par 9 milliardaires. Et je voulais te citer un sondage IFOP qui date de juin 2021 pour Flint et qui montre que 55% des Français ressentent un sentiment de défiance à l'égard des médias. Est-ce que c'est, enfin, pourquoi, selon toi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont conscience de la concentration des médias? C'est un sujet très complexe de pourquoi les Français n'aiment pas les médias. Pour l'anecdote, c'était mon sujet de mémoire de fin d'études. Mais t'as eu combien? Une assez bonne note. Je me souviens plus exactement, mais j'ai une bonne note. Les raisons sont multiples. Ils ont une défiance dans les médias parce qu'ils ne se sentent pas représentés par les médias. Déjà, d'abord, ils ne se sentent pas représentés en termes d'opinion, en termes de sociologie, en termes de sujets traités, en termes de centralisme parisien. Tout ça, quand moi je viens de l'Est de la France, d'un petit village, quand on allume sa télé, franchement, ce qu'on voit à la télé, ça ressemble pas tellement à la vie qu'on mène. Sans dire que c'est un coin de bouseux, etc. Pas du tout. Mais par contre, il y a quand même une distance qui est claire. Et donc, ça crée de la défiance. Ensuite, à partir du moment où il y a de la défiance, ils se rendent aussi compte que les médias montrent en boucle les mêmes personnes, les mêmes sujets. Et ils se disent qu'il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas s'ils se disent la concentration des médias. Il y a des gens qui se le disent, qui ont cette logique-là, mais il y a d'autres gens qui s'y intéressent pas plus que ça, et c'est leur droit, mais ils sentent qu'il y a un truc qui coince. Et donc, ça crée de la défiance. Et puis aussi, la dernière chose, c'est que les médias, ils te parlent d'en haut. Ouais. Il y a un truc de vertical dans les médias. Tu allumes ta télé, tu ne peux pas lui répondre à ta télé. Tu ouvres ton journal, tu ne peux pas lui répondre à ton journal. Donc, il y a une verticalité. À partir du moment où il y a cette verticalité, ben, on a un peu une forme d'élite. Et il y a une défiance envers les élites. Mais comme il y a une défiance envers les politiques, pour un peu ces raisons-là aussi. Mais alors, tu as dit au cours de plusieurs interviews, je ne crois pas au journalisme neutre. Est-ce que pour toi, une presse qui assume sa ligne politique, ce serait plus sain pour la démocratie? Est-ce que ça éviterait la défiance, justement? Bien sûr, parce que personne n'est neutre. On arrive, là, on a cet entretien, j'arrive avec mon vécu, mes convictions, et toi, tu arrives avec ton vécu, tes convictions. Tes convictions, ce qui est bien ici, c'est qu'elles sont affichées. Il y a un logo, la France Insoumise, je sais où je suis, je sais ce que tu penses. Il y a des choses, enfin, dans les grandes lignes, ce qui est écrit là-dedans en tout cas, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres pas, qu'importe, mais les choses sont claires, on a un dialogue qui part sur des bases saines, et les gens qui te regardent, ils savent d'où tu parles. C'est une vieille phrase de gauche, dis-nous d'où tu parles, avant de nous dire tout ce que tu as à dire. Ils savent d'où tu parles, et je trouve que, et à Street Press, on est attentif à dire d'où on parle. Les gens, ils disent tout le temps, ouais, de toute façon, ce que vous racontez, c'est n'importe quoi, vous êtes que des sales gauchistes. Sérieux? Mais oui, mais pourquoi tu nous dis ça? Parce qu'on te l'a dit, parce qu'on est clair, parce qu'on ne se cache pas derrière notre petit doigt, parce qu'on dit que l'extrême droite, on n'est pas neutre, parce que moi, je ne suis pas neutre avec le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme. Et donc, il faut dire d'où on parle, et c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Moi, je suis pour qu'il y ait des médias de droite, qu'il y ait des médias de gauche. Je ne dis pas que tout le monde doit penser pareil. Je dis juste que les gens doivent être clairs et nous dire d'où ils parlent. Ça, c'est la question du pluralisme. Et justement, quelle est la première mesure que tu souhaiterais voir appliquée par un gouvernement en ce qui concerne les médias, et pourquoi? La première mesure, si je pioche dans celles qui sont ici, parce que je pourrais aussi réfléchir à d'autres trucs, mais je trouve que là, à court terme, ce qu'il faut faire, c'est lutter contre la concentration des médias et lutter contre l'influence des puissances de l'argent. C'est-à-dire que le pluralisme implique plusieurs médias qui n'appartiennent pas tous à la même personne ou au même groupe, parce que sinon ça génère une pensée unique, ou en tout cas un discours unique, et ça c'est problématique. La deuxième chose, c'est l'indépendance des puissances de l'argent, parce que il y a un moment, quand le propriétaire de votre média, son business, c'est de vendre des sacs à main, vous ne pourrez pas enquêter sur son business, vous ne pouvez pas raconter. C'est pas forcément un problème dramatique qu'un propriétaire de un marchand de sacs à main est aussi un média. En tout cas, bon, dans un monde idéal, peut-être ce serait mieux que ce soit pas le cas. Mais en tout cas, le problème, c'est que tous les médias appartiennent à des vendeurs de sacs à main, d'armes, de porcs en Afrique, etc. Et ça, c'est problématique. Et il faut que les uns puissent enquêter sur les autres, et qu'en plus, il y ait des médias indépendants qui ne soient pas dépendants de ce pouvoir-là, qui est le pouvoir de l'argent.
Il faut qu'il y ait des médias de service public, parce qu'ils permettent une information gratuite, ils permettent de donner du temps de parole à des opinions publiques, des opinions politiques qui l'ont peu ailleurs, etc. Mais il ne faut pas que du service public, parce que l'un des pouvoirs, c'est l'État. Et il faut aussi... Le risque du service public, c'est que l'argent, il vient de l'État. Ouais. Et il y a toujours quelqu'un à la tête de cet État, et moi, j'ai confiance en personne. Quel que soit le gouvernement qu'il y a, quel que soit le mode de gouvernement, il y a un pouvoir. Le rôle des médias, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs. Que le gouvernement soit de gauche, soit de droite, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Bien sûr. Alors, notre mesure clé, donc nous, justement, tu l'as cité, consiste à adopter une loi anti-concentration dans les médias. Et l'Avenir en commun propose également de transformer le Conseil de déontologie des médias créé en 2019 en véritable contre-pouvoir citoyen. Et tu m'as dit tout à l'heure, avant que l'entretien commence en off, que tu étais d'accord à peu près avec tout, mais pas avec celle-ci. Pourquoi ? Parce que moi, je considère que dans une démocratie, on peut discuter, est-ce que la France est une démocratie ? Bon, qu'importe. Dans une démocratie, il y a un cadre qui est la loi. Moi, je me situe dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, en tant que média, à mon grand regret, j'ai à faire face à la justice régulièrement, parce qu'on subit ce qu'on appelle des procès bâillons. On en a plusieurs en cours à Street Press, ça nous coûte un fric fou, et on se retrouve, on a des hommes politiques, par exemple, des particuliers, des privés, des gens sur qui on a enquêté, qui portent plainte contre nous en diffamation ou en cherchant d'autres arguties juridiques pour nous faire chier. C'est ça l'objectif principal. Mais il y a un cadre, et on se débat devant un tribunal avec la loi qui est le cadre. C'est ça mon cadre. Le reste, ce conseil déontologique, je comprends l'intention, elle est noble, mais le problème, c'est ce conseil déontologique, il va être composé de qui ? De citoyens représentatifs. Mais moi, je ne suis pas un élu de la République et je n'ai pas à l'être. Je n'ai pas à être représentatif de la société. Mon travail n'a pas à être représentatif de la société. D'ailleurs, j'invite pas de gens de droite sur mon média. J'ai pas envie qu'on me dise « Ah, la pluralité, vous devez inviter des gens de droite. » Je m'en fous, j'ai pas envie. C'est mon choix. En tant que média, ce qui est important, c'est qu'il y ait des médias de droite. Et soit il n'a aucun pouvoir, ce conseil déontologique, et donc il ne sert à rien à part à passer le temps, et dans ce cas-là, j'en ai rien à foutre. Soit il a un pouvoir de sanction, et pourquoi il serait légitime ? Pourquoi il aurait le droit de me sanctionner ? Il y a le CSA à la télé. Oui, mais le CSA, il n'existe que parce que les chaînes de télé utilisent un bien commun qui est les canaux hertziens. Et donc, c'est le droit d'utiliser ce canal qui est accordé en échange de se soumettre à un cahier des charges qui dit vous devez avoir un certain temps de parole, etc. Moi, je ne suis pas là-dessus. Je n'utilise pas de bien commun. Mais l'éthique, pour moi, l'éthique, on peut dire qu'un média ou un autre n'a pas respecté des règles éthiques. On peut s'en indigner, on peut gueuler et dire que c'est un problème. Après, c'est que de l'éthique. C'est pas la question. C'est légal ou c'est illégal. Il y a la loi. Moi, je respecte la loi. L'éthique, c'est un problème entre moi et ma conscience. Tant que je suis dans le cadre de la loi, c'est tout. Et la démocratie, c'est ça pour moi. Je ne veux pas d'un conseil qui me dise que je dois faire de manière éthique. Parce que s'il a un pouvoir de sanction, c'est créer un outil qui pourrait être dévoyé sous des prétextes éthiques. Demain, ce conseil existe, il y a un pouvoir, quel qu'il soit, et il se trouve que j'enquête sur ce pouvoir et que je commence à faire chier ce pouvoir. On va me chercher des poux sur des raisons éthiques. Non, il y a la loi, c'est tout. Bon, ça mérite d'être clair, non, après, mais c'est très bien. C'est intéressant de discuter les choses. Je sais que plein de confrères ne sont pas d'accord avec moi et défendent. Il y a d'ailleurs un projet actuel de conseil de déontologie qui existe en France, dans lequel il y a pas mal de journalistes qui sont sincères et qui défendent sincèrement ça. C'est juste mon point de vue là-dessus, parce que pour moi, l'indépendance, c'est ce qu'il y a de plus important pour un média. Tu es rédac-chef de Street Press qui existe depuis 10 ans, donc tu as observé comment se passent les médias. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as observé dans les médias, dans le système médiatique en 10 ans ? Il y a des forces qui s'opposent. Il y a d'un côté une concentration de plus en plus importante des médias aux mains, on en a parlé, de Bolloré, des puissances de l'argent et de puissances qui veulent avoir une influence politique. Et en même temps, il y a des choses positives qui se passent dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a des médias indépendants, comme Street Press, mais comme Mediapart,
Le Média, Blast, Bastamag, Reporter, Arrêt sur Image, il y en a plein, près de 200 en France, je crois, qui sont forts, qui ont une audience qui est... Nous, Street Press, on touche plusieurs millions, entre 2 et 3 millions de personnes par mois. C'est pas rien du tout. Pourtant, on est totalement indépendant dans notre coin. On vit grâce aux dons des lecteurs. Voilà, et c'est le cas d'autres médias. Tous ensemble, on a une force. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Il ne faut pas être tout le temps dans le côté on est en train de perdre, on se fait manger par les puissances de l'argent. Non, on se bat, et on se bat, et on a des victoires, on obtient des victoires, on gagne. Il y a plein de choses qui se passent et qui avancent. On parlait de la politisation dans les médias, et je voulais revenir sur le cas Bolloré-Zemmour. Est-ce que Bolloré a des idées racistes ? Bolloré est, semble-t-il, c'est une certitude, très conservateur. Ça, c'est une certitude absolue. Il contribue à faire émerger des idées racistes, à la limite qu'il les ait ou pas. Oui. Je m'en fous un peu. Il ne sera pas moins responsable si c'est du cynisme pur parce qu'il y a un créneau économique à prendre ou si c'est parce qu'il mène un combat politique. Ça ne change rien. À la fin, c'est le résultat qui compte. Je pense qu'il est, parce que je lis la presse, parce que voilà, je pense qu'il a des idées racistes, oui. Après, même s'il n'en avait pas et que c'était du cynisme pur, qu'importe. Enfin, c'est un mec qui met à l'antenne plus de 24 heures par 24 heures, puisqu'il a plusieurs médias, des racistes. Donc ça, c'est problématique, que ce soit du cynisme ou pas. Je sais pas. Et comment on combat ce buzz raciste ? Il y a plusieurs façons. Moi, je trouve que ce que vous proposez sur la lutte contre la concentration, c'est une vraie arme. On crée des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'est d'autres médias, des médias indépendants. On a très peu d'aides publiques à Street Press, très très peu. La majorité des aides publiques sont concentrées sur la presse papier. Internet touche presque rien. Voilà, et se lancer dans le papier, c'est très cher, donc c'est compliqué. Donc voilà, nous, on vit quasiment sans aide publique. Et après, en tant que journaliste, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enquête. Notre arme, c'est l'enquête. On a lancé une newsletter pour cette campagne électorale consacrée à l'extrême droite exclusivement. Chaque mardi, pour ceux qui s'abonnent, mais qui s'abonnent gratuitement, c'est-à-dire juste ils rentrent leur adresse mail, ils vont sur notre site streetpress.com, n'importe quel article lié à l'extrême droite, tac, il y a une fenêtre qui s'ouvre, ils peuvent s'abonner. Et ils recevront chaque mardi une newsletter dans laquelle il y aura des informations et des enquêtes. Et ces enquêtes-là, ces infos-là, elles sont pas neutres parce qu'on n'est pas neutre, mais elles vont servir à bouger les lignes. Premier numéro de cette newsletter, on publie une enquête sur des soutiens armés d'Éric Zemmour. On sort une vidéo, on voit des gens qui sont armés, qui tirent sur des caricatures de Noirs, d'Arabes, de Juifs dans une forêt. Et on voit ces mêmes gens coller les affiches d'Éric Zemmour. Voilà, donc on vous dit, regardez qui il y a derrière Zemmour, qui est engagé dans sa campagne. Et on vous le prouve par des vidéos. On publie cette enquête, elle a un écho médiatique. Je suis invité sur des plateaux pour en parler. Je me retrouve face au porte-parole de Génération Z, le parti d'Éric Zemmour, parce qu'officiellement il n'a pas de parti, mais si, il est en train d'en constituer un, puisqu'il faut bien des gens pour coller les affiches, etc. Et voilà. Et il se passe une demi-heure où, certes, on parle toujours de Zemmour, mais on monte des vidéos sur BFM, sur des chaînes de grande écoute où on voit quelque chose qui apparaît. Et c'est pour ça qu'on fait ces enquêtes-là. Après, la réaction en face, elle est dure, elle est violente, parce que Zemmour, c'est l'extrême droite derrière la plus violente, la plus radicale. Dans les semaines qui ont suivi, moi, je vais recevoir près de 2000 messages d'insultes, de menaces et de menaces de mort en 24 heures. Plein. Certains visant moi, certains visant mes proches. Ils ont épluché ma vie sur les réseaux sociaux, mais pourtant, ça fait près de 10 ans que je bosse sur l'extrême droite, donc je suis très discret sur les réseaux sociaux, mais ils ont, en épluchant tout, trouvé 2-3 pistes qui les ont guidés vers mes proches, qui ont été ciblés, en tout cas par des messages. Et puis, l'extrême droite, elle a des médias aujourd'hui, elle a des vitrines, mais elle a aussi ses réseaux un peu cachés, pas forcément privés, mais des chaînes Telegram, par exemple, où parfois ils sont nombreux, des dizaines de milliers réunis, mais ils sont un peu entre eux. Sur certaines de ces chaînes Telegram, il y a des contenus d'un niveau de violence et d'horreur extrême. Enfin,
Il y a des chaînes d'extrême droite, Telegram d'extrême droite, où s'échangent des vidéos, on voit des gens tués sur ces chaînes-là. Et sur l'une de ces chaînes, qui s'appelle Les Vilains Fachos, est publié un montage où il se trouve que c'est un lien avec l'endroit où on est aujourd'hui, où il y a ma photo, celle d'un autre journaliste, Taha Bouaf, qui bosse aujourd'hui aux médias, et 2 élus de la République, Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, et un syndicaliste étudiant. Je ne donne pas son nom parce qu'il a souhaité, ce qu'on peut comprendre, rester un peu plus discret, avec, sur nos photos ou les dessins qui nous représentent, une cible sur le front, un message appelant explicitement à nous abattre et un lien vers un site où on peut acheter des armes. Oui, il y a eu des plaintes déposées. Voilà, il y a eu plusieurs plaintes déposées. Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, enfin, presque tout le monde a porté plainte. Moi, j'ai saisi le parquet. C'est des nuances juridiques, mais qu'importe. Voilà, on a alerté la justice. Heureusement, je travaille pour un média à ce moment-là. Ça veut dire que j'ai un avocat qui est payé par mon média et qui fait qu'on peut m'accompagner pour saisir le parquet. Je n'ai pas à faire la queue 3 heures au commissariat à expliquer à un policier qui ne sait pas de quoi on parle, et c'est bien normal. C'est rajouter une difficulté à la difficulté. Heureusement que je travaille dans un média, parce que à Street Press, on va changer la porte d'entrée, on va mettre une porte blindée. C'est la réalité. Mais c'est des milliers d'euros, et c'est des milliers d'euros que le média investit. Alors, je fais ma retape, donnez-nous de l'argent. On vit des dons, donc on a besoin de dons. Mais voilà, mais heureusement que j'ai un média pour m'aider là-dessus. Et ça dit aussi l'importance des médias, c'est que je peux faire ce travail-là parce qu'on est un média indépendant et parce que j'ai une structure avec moi, autour de moi, qui m'accompagne dans ces moments-là aussi qui sont difficiles. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci pour l'invitation. Il faut aller suivre Street Press, donner à Street Press et aux médias indépendants pour que ces médias puissent vivre et faire vivre la démocratie. À tous, à ceux qui vous plaisent, allez soutenir les médias, même si c'est pas Street Press et que c'est un autre, qu'importe, soutenez les médias indépendants. Et soutenez les Jours Heureux en suivant les Jours Heureux sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir. Merci.